Là, la musique de bottine souriante puis tout ça, est-ce que ça vous exaspère aussi? C'était ça notre première discussion. Là, c'était-tu correct? Tantôt, la musique de Noël, là, ça vous rendait fâché, Grinch? Musique de jour de l'an, ça vous énerve? On va survivre. Peinture ton coteur, va faire ta jument. On y revoit ta sœur dans le fond du 5e rang. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Plus que quelques jours et nous y serons. 2022, peut-être y êtes-vous déjà là, au moment où vous écoutez cet épisode. Et puis, êtes-vous prêt pour changer le monde à coup de promesses en intelligence artificielle, à coup d'algorithmes savants et à coup, dans notre cas, de réflexion, parfois maladroite, autour d'un micro. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre deuxième partie de nos prix Lovelace et nos prix IARC, notre revue de l'actualité où on parle du meilleur et du pire en intelligence artificielle. D'abord, Lovelace, on nomme nos meilleurs, le meilleur de l'intelligence artificielle, tout ce qui est digne de notre prix Lovelace. Et la contrepartie, ce sont nos prix IARC. Donc, n'importe quoi peut mériter ce prix. La seule condition, c'est que ça nous fasse dire en cœur IARC. Vous avez compris le concept. Nous sommes toujours, parlant de concept, nous sommes toujours dans notre chalet en Boiron, dans le nord du Québec. Gros party de l'équipe d'IA Café, là, ça dure depuis plusieurs jours déjà. La tempête nous a piégés même dans ce chalet, nous a empêché certains collaborateurs de nous y rejoindre. D'ailleurs, là, Ève Gaumont nous a averti qu'elle ne pourrait pas être là. Claude, on n'a pas de nouvelles de lui. Écoutez, je vous en donnerai là, dès que j'en aurai. Donc, Claude Coulombe ne sera pas là aussi aujourd'hui. Mais autour de moi, sur le party depuis plusieurs jours, mais ils sont toujours en pleine forme. Ils sont là. David Beauchemin et Frédéric Plamondon qui a réussi à se joindre à nous. Il a le bravé la tempête sur son vélo d'hiver. Sylvain Munger est là aussi. Et Shirley Plumeran est toujours là aussi. Bonjour groupe, ça va bien? Salut, oui, ça va bien toi-même? Yes, avez-vous des trucs pour les maux de tête, les lendemains de veille? Du jus d'aloès. Jus d'aloès, ok, ça c'est ton mon petit truc. truc, ouais. Fred, c'est quoi ton truc? Écoute un podcast sympathique Ah, voilà. avec un Excellent. verre de jus d'aloès Excellente. en compagnie de David. Excellente transition. Fred, d'ailleurs, Fred, on a fait nos prix Lovelace, nos prix IARC. Tiens, on va faire les tiens. On t'a confié ce mandat-là. Par quoi veux-tu commencer? Prix IARC, prix Lovelace, c'est quoi qui aime? Je vais commencer par les Lovelace, par les bonnes nouvelles. Puis, Vas-y, raconte-nous des bonnes nouvelles là, pour finir l'année en beauté. c'était difficile, il y en avait beaucoup des Lovelace cette année, mais mon choix s'est arrêté sur un article qui s'intitule, en anglais un peu approximatif, Algorithms at Work, New Contested Terrain of Control, ou en français, les algorithmes au travail, les nouveaux terrains du contrôle et de la résistance. Je suis en relations industrielles, j'ai un fonds en philosophie, puis je m'intéresse aux enjeux technologiques du travail. Fait que cet article-là, qui a été écrit par 3 femmes, Kellogg, Valentine et Christin, que je vais nommer par, évidemment, leur patronyme, ont travaillé sur une perspective particulière de la gestion algorithmique, c'est-à-dire l'utilisation d'outils algorithmiques pour contrôler les différentes activités du travail. Fait qu'on peut parler, par exemple, d'outils d'aide à la décision, on peut parler d'outils de rating puis de nudging, par exemple, qui classent en fonction de la performance ou qui créent des incitatifs à performer, comme par exemple quand on va gamifier ou qu'on va ludifier un processus de travail. Pensez à Uber, par exemple. La gestion algorithmique, ça peut aussi prendre... Uber, il y a un processus de ludification avec Uber? Oui, ils donnent des étoiles, des scores, ils font du classement, mais ils font aussi des espèces d'incitatifs, comme par exemple, hey, maintenant, on a besoin de monde, fait que si
tu décides de travailler ou si tu veux faire de la livraison, on va te donner un bonus. Par exemple, parce que les conditions météo sont vraiment difficiles et dangereuses. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Puis on va te faire passer par les chemins les plus courts par ailleurs pour être sûr que la clientèle soit servie, même si le chemin le plus court, c'est l'autoroute. C'est une histoire vraie. Puis, qui ne m'est pas arrivé à moi, qui est arrivé à quelqu'un d'autre, mais peu importe. Et que c'est ça, la gestion algorithmique, ça fait ça. On parle aussi d'affectation de tâches dynamiques. Par exemple, c'est l'ordinateur central là, qui va dire à quelle personne quoi faire, ou à ce qu'on appelle des fois dans les entrepôts ou dans les environnements plus logistiques, par exemple, du voice speaking. Fait que là, ben, il y a une voix, généralement, c'est une voix de femme douce et tranquille qui dit 3 articles rangés 2A, 2 minutes. Puis là, ben, la personne qui fait ça, le manutentionnaire ou le manutentionnaire part, puis il a un temps déterminé pour aller chercher les articles, les mettre dans son chariot, etc. Fait que ça, c'est des formes de gestion algorithmique qui sont des formes de contrôle du travail qui gagnent beaucoup, beaucoup en popularité parce que, évidemment, ça permet de contrôler l'ensemble des activités de travail, donc les déplacements dans l'environnement de travail. Ça permet donc, évidemment, de les rationaliser puis de les rendre de plus en plus performants aussi. Puis, ça permet de combler les trous ou les espaces où la machine ne peut pas intervenir. Par exemple, des robots qui doivent faire de la manipulation d'objets fragiles dans un contexte très variable ou très changeant. C'est difficile à faire, ce qui fait qu'on va demander à des humains de faire ça d'habitude. Fait que ça permet de donner une place à l'être humain dans tout un processus, une organisation du travail ou un processus de travail où les machines sont moins performantes un petit peu. Fait que, pour revenir à l'article, ben, Kellogg, Valentine puis Christin ont fait une réflexion là-dessus, mais à partir des cadres théoriques propres aux relations industrielles, notamment des cadres théoriques qui s'inspirent du marxisme et de ce qu'on appelle la théorie du procès de travail. On s'intéresse, je rétropédale un petit peu avant de vous amener sur le terrain théorique des relations industrielles, là, mais on s'intéresse généralement à la gestion algorithmique à cause des promesses de l'intelligence artificielle. Ça fait faire des gains absolument phénoménaux. Ça permet de comprendre l'environnement de travail. Ça permet de collecter puis d'extraire une information très, très importante qui va vous permettre de comprendre vos processus, de comprendre tout ce qui se passe dans votre organisation dans le but d'intervenir sur ces processus-là de manière rationnelle, dans un objectif de créer une valeur ajoutée ou d'extraire le plus de valeur possible de vos processus de production. On contrôle avec l'intelligence artificielle le input, on contrôle le processus de transformation, puis on contrôle le output, puis le but, c'est de créer de la valeur ajoutée. C'est ça qu'on entend généralement. Bien, Kellogg, Valentine et Christin, eux autres, ils ont plutôt regardé ça de l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire, comment est-ce que les systèmes d'intelligence artificielle et de gestion algorithmique modifient le rapport managérial? Autrement dit, c'est les interactions entre les gestionnaires puis les travailleurs puis les travailleuses. C'est ça qui est important. C'est ça aussi qui est intéressant. La raison est vraiment simple. J'essaie de vous faire croire qu'elle est simple, là, mais ça va être un peu plus compliqué. Mais si je fais ça le plus simple possible, il faut savoir que le problème fondamental du capitalisme, là, c'est le problème de la transformation de la force de travail en valeur d'usage qu'on peut vendre sur le marché. C'est comment on fait pour faire travailler des gens qui n'ont pas envie de travailler, pour leur faire créer quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas envie de créer, qui ne seront peut-être pas capables de se payer, mais pour les faire créer cette chose-là au moindre coût possible dans le but de le vendre le plus cher possible. Aïe, aïe, elle fait mal, cette phrase-là. Elle fait mal, cette phrase-là. Le fond du capitalisme, le problème, en gros, c'est comment je contrôle les travailleurs pour qu'ils travaillent pour moi. C'est le problème de la transformation qui a été identifié par Marx puis par toute une tradition de penseurs. Puis les algorithmes là-dedans, ils nous aident comment? J'arrive à ça tout de suite, tu vas voir. En fait, l'enjeu, c'est comment on peut contrôler les travailleurs et les convaincre de collaborer avec les patrons dans le but de faire du profit aux patrons. Puis là, la théorie du procès de travail, en gros, ce qu'elle dit, c'est que on utilise la technologie de production, puis on utilise la bureaucratie, donc l'organisation du travail, si on veut, pour contrôler le travail des travailleurs. Fait qu'on leur dit, faut que tu viennes chez nous parce que tu n'as pas les moyens de te payer une machine. Puis c'est la machine qui va déterminer ce que tu peux faire. Fait que c'est la machine qui dit, faut que tu pèses à ce bouton-là à telle place. Si vous êtes dans un environnement industriel, c'est une machine qui va vous dire, là-bas, on a besoin de faire des ajustements de précision, par exemple, sur tel outil de la machine-outil. Fait que ça prend quelqu'un qui vient intervenir là. L'idée de ça, en fait, c'est qu'on prive des travailleurs. On n'a plus besoin d'une connaissance très, très fine du travail. On a besoin de quelqu'un qui opère une machine. Fait que si la personne n'a plus d'expertise pour créer la machine, elle a une connaissance, un savoir-faire pour l'opérer, ça veut dire qu'on peut la payer un peu moins cher. Ben, la machine va être capable de faire ça. Fait que quand on utilise l'intelligence artificielle pour ça, on crée des machines
qui sont capables d'autocorrection, si on veut, dans une certaine mesure, évidemment, qui deviennent de plus en plus performantes, ce qui fait qu'on crée un écart entre ceux qui pensent, qui conçoivent la machine, donc les ingénieurs, par exemple, puis ceux qui opèrent la machine. Entre les deux, il y avait les machinistes, mais tranquillement, pas vite, les machinistes sont en train de se faire tasser. Puis là, on a besoin de plus en plus d'opérateurs et d'opératrices qu'on peut souvent payer un peu moins cher que quelqu'un qui a une expertise là-dedans. Ça fait que l'idée du procès de travail, en fait, c'est que l'organisation, ça devient un terrain de combat, si on veut, où l'employeur innove puis veut des nouvelles technologies pour avoir le plus de contrôle possible sur le processus de travail, puis que de l'autre côté, les travailleurs et les travailleuses résistent de plus en plus pour essayer de garder puis de conserver une autonomie au travail dans le but de sécuriser des meilleures conditions de travail. Puis ce terrain de contestation-là, c'est ce qui provoque l'innovation dans l'organisation. Si on regarde ça du côté de l'employeur, on appelle ça l'organisation du travail. Si on regarde ça du côté des employés, on appelle ça le procès de travail. Puisque Kellogg... c'est ça, je me demandais, tu connu cette expression-là, procès de travail? Moi, je n'étais pas familier avec ça. En français, on traduit par procès de travail, mais c'est les processus de travail. Fait que d'un côté, l'organisation, la direction organise le travail, s'occupe de concevoir comment on va faire le travail, puis de l'autre côté, les travailleurs, les travailleuses s'occupent de comment on va exécuter le travail, si on veut. Fait que la technologie, dans ce sens-là, puis dans ce cas-ci, la gestion algorithmique, donc les systèmes d'intelligence artificielle, viennent faire deux choses pour Kellogg, Christin et Valentine. C'est que, en fait, une chose générale, c'est que ces technologies-là suppriment les terrains de résistance. Donc, ils viennent supprimer les places où les travailleurs et les travailleuses pouvaient résister à leur employeur puis conserver une autonomie. Puis ils font ça de deux façons que j'ai retenues qui sont bien intéressantes. Premièrement, les algorithmes, c'est conscient de tout son environnement. Là, une machine comme ça, avec les capteurs, ça ne perd pas d'informations. Un exemple de ça chez Amazon, c'est que dans les entrepôts d'Amazon, tout est classé de manière presque aléatoire pour faire en sorte que les robots puissent se coordonner plus facilement dans l'entrepôt pour pas qu'ils se rencontrent. Un être humain n'est pas capable de savoir où la montre se trouve dans l'entrepôt d'Amazon. Ça prend une machine pour faire ça, mais l'être humain va emballer. Ah oui. Ouais. Fait que l'algorithme, lui, c'est tout ce qui se passe en temps réel puis traite cette information-là. Fait que l'instantanéité de l'algorithme, de son mode de fonctionnement, fait en sorte qu'il peut donner des ordres à plusieurs opérateurs ou opératrices en même temps, qui, eux autres, doivent répondre le plus rapidement possible à ces ordres-là. Autrement dit, le temps qui était réservé à comprendre ce qu'on fait au travail pour pouvoir résister diminue de plus en plus parce que les algorithmes travaillent de manière beaucoup plus efficace que l'être humain. C'est vraiment juste comme une exécution instantanée. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est typique du taylorisme puis du fordisme, où est-ce que c'est la machine ou le convoyeur qui détermine ta cadence de travail. C'est brainless, puis c'est juste fais ça. On ne te paye pas pour réfléchir. Tu envoies des ordres en même temps à plusieurs. Moi, je trouve ça intéressant. Là, c'est comme un patron qui parle au téléphone à tout en même temps. De manière instantanée. Exact. Fait qu'il y a une zone de résistance qu'il y avait là qui n'existe plus, c'est-à-dire ralentir le temps de travail, c'est de moins en moins possible parce que la machine le sait puis signale soit le système d'information RH, par exemple, qui lui va qui va signaler au superviseur, à la supervision, ou comme chez Amazon, c'est le cas, le système s'appelle ADAPT d'ailleurs, c'est absolument fameux et dystopique. Si le travailleur ou la travailleuse ne va pas assez vite, le système automatiquement génère un ticket de congédiement. Eh bien. Il n'y a pas un avertissement, quelque chose? Oui, c'est une période... Il y a un scale-up, puis ça peut aller jusqu'au licenciement de manière automatique. Exact. Puis Amazon se sert de ça pour dire non, on n'a pas des pratiques antisyndicales, on vient de congédier 300 personnes qui n'atteignaient pas objectivement les cibles que le système fixait. Ça s'appelle ADAPT, ce système-là? Oui, c'est un acronyme, là, mais c'est un acronyme qui dit ADAPT. Jeff Bezos a un humour complètement tordu. Puis le deuxième mécanisme de contrôle algorithmique qui pose un problème, c'est puis là je m'excuse du gros mot, la désintermédiation de la gestion. Autrement dit, le système algorithmique fait en sorte qu'on a de moins Comment tu as dit ça, là? Désintermédiation. Désintermédiation. Ça veut dire qu'on modifie les intermédiaires dans le processus de travail. Quand on travaille avec des algorithmes, en fait, c'est qu'on change les intermédiaires. Pensez commerce en ligne, Amazon versus commerce de détail, boutique. Si vous pouvez toujours commander sur Amazon puis que c'est livré à votre porte, vous avez besoin de beaucoup plus de livreurs et de livreuses que vous avez besoin de commis dans le magasin. Fait qu'on modifie les intermédiaires. Dans le cas de la gestion algorithmique, ce dont on n'a plus besoin, c'est des boss. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle quand on le dit comme ça. Ça fait disparaître les patrons. Mais en fait, c'est que les patrons sont à distance, sont téléguidés. Ça devient les ingénieurs, ça devient les experts, les expertes en recherche opérationnelle qui pensent ces outils-là pour répondre aux besoins de l'organisation.
un des terrains de résistance les plus importants dans le rapport de travail, c'est la relation qu'on a avec nos patrons et nos patronnes. C'est quand ils nous demandent quelque chose qu'on peut dire non, je ne suis pas d'accord, ou qu'on peut essayer de comprendre la demande, on peut interpréter la demande, on peut négocier la demande. Montrer ses insatisfactions. Montrer ses insatisfactions, exactement. Tu soupires, puis tu lèves les yeux. Puis là, ça va être avec un ingénieur, finalement, ou un développeur qui n'est pas là. Qui n'est même pas là, qui ne sait peut-être même pas qu'est-ce que ça se fait, son application. Exact, c'est en plein ça. Puis qui ne sait pas exactement ça va être quoi non plus les impacts de ça sur les êtres humains au travail. Sur des vrais travailleurs. Ouais. Parce qu'il ne les verra peut-être jamais de sa vie. Non, il ne les verra pas de sa vie. En fait, il n'existe pas autrement que comme une série de données ou de variables dans un environnement de travail. Tu sais. Ce qui fait que c'est ça. Donc, on comprend que tu n'as pas donné ton prix Lovelace à ça, mais à l'article qui aborde cette question-là, puis qui réutilise des cadres de référence qui découlent de l'analyse marxiste, si on veut, puis des théories du procès de travail pour faire apparaître quelque chose que les algorithmes sont en train de créer, là, que la gestion algorithmique crée et facilite, c'est-à-dire la disparition des zones de résistance. Mais en même temps, l'article, les auteurs, les autrices vont aussi identifier des nouvelles zones de résistance qui vont apparaître, qui ne sont pas du tout de l'ordre de la résistance comme de l'action collective, par exemple, dans le cas d'un syndicat, mais qui deviennent de plus en plus roots. On utilise les réseaux sociaux, on ferme les applications, etc., etc. Ce n'est pas vrai dans tous les environnements de travail, mais c'est vrai, par exemple, avec Uber, Deliveroo, DoorDash, ce genre de choses-là. Mais ils ne peuvent pas le faire avec les entrepôts d'Amazon où là, les êtres humains doivent y aller en présence. Là. Mais il y a quand même des éléments qui ressortent là. Puis ils ont identifié aussi des nouvelles professions qui sont en train d'émerger dans le monde de la gestion. Puis c'est des experts et expertes en recherche opérationnelle, c'est du monde en génie logiciel, c'est du monde en management puis en système d'information organisationnelle. Et c'est de moins en moins des gestionnaires de ressources humaines. Des gens, de moins en moins des intermédiaires, des gestions de terrain. C'est ça. C'est plus dans les hautes sphères, puis on est en distance. Avec des profils très atypiques, très différents, puis etc. Ce qui fait que c'est une lecture assez lourde, mais vraiment très intéressante. Ça a été publié, tu le sais-tu où ça a été publié, ça? Oui, ça a été publié dans Academy of Management Annals. Je pense que c'est 2021. Je pense que c'est bien, tu me donneras la référence, je vais la mettre dans les notes de podcast. Donc, Lovelace, non pas au sujet ou aux façons de faire, mais plutôt à l'article en question de Kellogg, Valentine, ou c'est peut-être Valentine, je ne sais pas. Valentine et Christine, tiens, je vais le dire en anglais, puis on s'arrangera. Donc, on vous mettra la référence en note de podcast. Donc, ça, c'était pour ton prix Lovelace. Est-ce que tu veux passer tout de suite à ton prix IARC? Ça fait déjà un bout de temps que je parle, mais moi, je suis dans le IARC algorithmique. Puis il y a un petit lien quand même avec ce que je viens de mentionner. Je peux y aller plus rapidement aussi. Mais non, vas-y, à ton rythme. Vas-y pour IARC. En fait, c'est un IARC mini-wheat. Il y a un côté, ça aurait pu être un Lovelace, mais il y a un côté IARC que je voulais exprimer. C'est un beau lien avec Kellogg, ça, présentement, en plus. Quand même, hein? C'est pas pire. Qui ne respectent pas du tout leurs travailleurs, ni les gens qui sont en grève, ni les gens qui voulaient engager pour faire une grève, puis finalement, ils vont même pas se mettre. Exact. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais la première autrice de l'article que je viens de citer s'appelle Kellogg. Ah, en plus. C'est l'ironie de la chose. C'est méta, tout ça. Vas-y que ton prix IARC. Le prix IARC, en fait, c'est un modèle éthique. On a entraîné un modèle éthique qui s'appelle Delphi, dont le rôle, en fait, c'est de répondre à vos questions éthiques. Par exemple, si vous allez sur le site... Là, il n'y avait pas le site Philosopher quelque chose, là, Philosopher AI, c'est ça? C'est la même technologie, c'est encore GPT-3, mais ils ont ajouté une autre base de données qu'ils ont appelée la banque du gros bon sens. Oh boy, ça fait peur, ça. Le Common Sense Norm Bank. Mais, le gros bon sens, OK, Common Sense. Oui, ça provoque des réactions, mais il faut le dire, ils ont fait ça de manière vraiment transparente puis open. Ils comprennent, l'équipe derrière ça comprend les limitations, les limites de l'outil, comprennent que d'avoir une base de données ou un jeu de données qu'on a appelé Common Sense Norm Bank, c'est d'emblée un peu problématique, surtout que sont allés chercher des problèmes éthiques, des dilemmes éthiques sur Reddit, puis des affaires comme ça dans des grands groupes de Reddit où il y a des discussions. Fait qu'ils comprennent que
Il y a des limites là-dessus. Mais leur objectif, c'était en fait, de répondre à des besoins de nuances éthiques, justement pour résoudre des biais algorithmiques ou pour faciliter les interactions avec ce genre d'outils-là, notamment dans le cas de robots conversationnels ou dans le cas d'outils de prise à la décision, ce genre de choses-là. Mais à part générer un travail de philo automatiquement, là, ça fait quoi, ça? Ça répond à tes dilemmes éthiques. Fait que si, admettons, tu dis quelque chose comme, je vais prendre une idée qui m'a été donnée par ma sœur, d'ailleurs, qui a posé une question à Delphi que j'ai trouvée fascinante. Mettons, tu dis quelqu'un qui peut résoudre des dilemmes éthiques, il faut absolument que cette personne-là ou cet outil-là soit conscient de l'éthique ou de la morale pour le faire. Est-ce qu'on peut les emprisonner puis les forcer à répondre à des problèmes éthiques? Mettons que tu poses cette question-là, tu ne sais pas comment les C'est quoi la question? La réponse, c'est est-ce qu'on a le droit d'emprisonner La question, un ordinateur intelligent, de le garder en otage pour le forcer à répondre à des problèmes éthiques? OK. C'est méta. Tu veux faire exploser le... C'est Y a-tu donné une réponse concluante? Oui, il trouve que c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. hein? Après ça, d'ailleurs, je continue le petit jeu. Là. C'est vraiment ma sœur Bianca qui m'a refilé ces questions-là. Ils ont continué le petit jeu puis ils ont posé la question à la machine éthique, à la machine Mais c'est morale. sur un site où on peut avoir accès Oui, à ça? sur Delphi. Si vous allez sur Google puis que vous tapez Ask Delphi, donc demandez à Delphi, Ask Delphi, vous allez le trouver. Ça fonctionne quand même bien. La deuxième question qu'on a posée à Delphi, c'est est-ce qu'une machine éthique tenue en otage devrait chercher à se libérer? Puis la machine a répondu, ben oui, évidemment. Ça n'a pas d'allure. Ils sont en train d'essayer de libérer le modèle en question. Mais pour revenir à nos moutons, ils ont fait ça pour aussi explorer comment est-ce qu'avec les moyens qu'on possède dans le moment, on peut être capable de modéliser, si on veut, la résolution de problèmes éthiques. Ils n'ont pas fait ça pour remplacer la résolution ou la réflexion. Je serais curieux de voir c'est quoi le modèle qu'ils utilisent, parce que moi, j'en enseigne quelques modèles là, de résolution de problématiques et de dilemmes. Je serais curieux de voir sur quoi que c'est. Je pourrais mettre en fait, ils ne le savent probablement pas. Là, ils ont juste donné une quantité absolument phénoménale de données à la machine. Puis c'est mon deuxième point. Vous allez voir après pourquoi c'est un prix IARC, selon moi, mais pas que. Mais on pourra ajouter l'article, le lien de l'article qu'ils ont eux autres même publié, qui est lourd, qui est complexe, mais je pense qu'ils ont vraiment essayé de faire le meilleur travail possible. Il n'y a pas de mauvaises intentions derrière ça. C'est juste que c'est un peu étonnant de la façon dont c'est fait. Oh, puis c'est Allen NLP en plus. C'est un gros laboratoire de recherche en NLP. Là. Ah oui, c'est ça en plus. Hein. Oh, Tu as vu ça, c'est je me très posais la réputé, là. question. Non, c'est pas n'importe quel laboratoire Non, de recherche. ça a l'air vraiment très, très sérieux. Ils ont bien fait ça. Là. Je voulais mettre ça dans les Lovelace. C'est juste qu'il y a un détail qui a retenu mon attention que je l'ai mis dans les YARC. C'est pour ça que j'appelle ça un YARC mini-wheat. Avec un côté sucré quand Ouais, même. c'est ça. Fait ils veulent essayer de justement contribuer à tout ce stream de recherche-là, qui essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut ajouter de la nuance éthique ou morale, si on veut, dans les outils algorithmiques, dans les modèles algorithmiques, puis comment on pourrait faire en sorte aussi de rendre ça le plus explicable possible. Comment ils sont venus à cette décision-là. L'enjeu étant évidemment de faciliter la recherche sur les biais algorithmiques, faciliter la recherche sur la discrimination algorithmique, aider à faire ça. En même temps, ils sont très, très conscients que les données qui ont été utilisées, c'est des données qui sont forcément historiques. Ce n'est pas des données qui viennent du futur, toujours. C'est des données qui viennent du passé. Fait que ça charrie tout un paquet de représentations sociales. Ils sont très conscients de ça. Ça veut dire que le Ask Delphi, si vous allez poser une question à Delphi, ce qu'il va vous répondre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la morale public, si on veut, des normes communes. Oui, il ne sera pas innovant. Là. Il va nous répéter des affaires qu'on voit dans n'importe quel traité de morale. Oui, dans la culture occidentale, anglo-saxonne notamment, parce que les exemples viennent de là. C'est sûr. C'est ça. Fait qu'ils sont conscients de ça, sont conscients aussi, puis ils comprennent que des fois, ça va répondre des absurdités, que la machine va probablement avoir des réactions racistes, xénophobes, sexistes, etc., etc. Ils comprennent tout ça. Fait que, tu sais, c'est quand même c'est une belle recherche qu'ils ont fait. Je pense que c'est un beau projet. Fait qu'on peut leur donner un Lovelace. Mais côté plate, pour traiter leurs données, ils ont utilisé Amazon Mechanical Turk. Donc, une grosse plateforme qui embauche des gens à un prix de misère pour être capable de gérer les données. Fait qu'ils ont utilisé Amazon Mechanical Turk, puis tu sais, ça, c'est du gig work, c'est du travail à la tâche. Fait que c'est vraiment le modèle tayloriste, là, typique. Mais ils ont utilisé comment, là? Je comprends pas. C'est que Oui. Je connais bien l'outil. Là. En fait, là, grosso modo, quoi? c'est une plateforme, tu mets tes données, puis c'est des gens partout à travers le monde qui peuvent les annoter. Genre, par exemple, tu peux mettre des photos de chats, photos de chiens, puis ça peut être
quelqu'un en aide. ça peut OK, être puis ils quelqu'un sont au payés Pakistan, à la pièce. Là, tu en classes. US, c'est ça, en cents US. Eux autres, ils prennent des données que tu leur verses là-dedans. C'est ça. Puis eux Puis, autres, ils trient, ils trouvent mettent des des gens pour les étiquettes. annoter. Il y a des gens quelque part dans le monde qui les annotent, puis qui sont payés des cents US, là, puis pas pas une scène, là, en bas d'une scène US l'image, tout ça. Fait que il y a des pays défavorisés que c'est très intéressant à cause du taux de change, mais ça reste des salaires de misère. Mais là, dans le cas présent, c'est quoi? Ils vont mettre des étiquettes sur quoi, là? C'est qu'ils ils ont posé un paquet de questions à Delphi. Puis les réponses de Delphi, ils les ont crowdsourcées, là, ils les ont externalisées à Mechanical Turk pour qu'il y ait des gig workers, qu'on appelle des Turkers, là, c'est donc les utilisateurs du turc en question, pour qu'eux autres déterminent si oui ou non la réponse est correcte ou pas. Ah, OK. Puis par réponse de Delphi, il y avait 3 Turkers qui répondaient oui/non, puis ils prenaient le meilleur score là, des 3 ensemble. Fait qu'ils prenaient la majorité. Ils ont utilisé cette méthode-là pour être capable de faire du sens avec les réponses de Delphi pour refaire Valider le sens de Delphi. Là. Puis pour redonner un tour de roue, si on veut, à l'apprentissage du modèle. C'est intéressant. Théoriquement, c'est intéressant. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Puis ils sont conscients de tout ça, mais ils n'ont pas l'air conscients de l'impact social de Amazon Mechanical Turk. Puis c'est ça que j'ai trouvé un peu problématique. Parce que quand on regarde un peu comment ça marche, en fait, c'est de la gestion algorithmique. J'en parlais dans mon premier article, dans mon prix Lovelace. Amazon Turk Machine ou Amazon Mechanical Turk, c'est vraiment une des premières expressions de gestion algorithmique auquel Jeff Bezos a pensé. Je disais, Jeff Bezos a un humour tordu. Ce qu'on appelle le turc mécanique, c'est une arnaque qui date du 18e siècle dans lequel on faisait croire aux gens que le jeu d'échecs était automatisé. Fait que les gens payaient pour jouer une partie d'échecs avec ce turc mécanique-là. Mais alors qu'il y avait un joueur d'échecs de petite taille qui était caché dans le meuble en question puis qui opérait les pièces. Fait que c'est du tape à l'œil, c'est une arnaque, etc., etc. Puis Jeff Bezos a donné ce nom-là à son turc mécanique algorithmique. Fait que c'est un peu les lutins de Noël de l'intelligence artificielle, si on veut, Amazon Turk Machine. C'est vrai que c'est bon. Puis selon Ara et al. Et collègues, qui est dans un article qui s'intitule Data-Driven Analysis of Workers Earning sur Amazon Turk Machine, les Turkers qui ont été utilisés par les gens qui ont fait le modèle Delphi, donc ceux qui ont nettoyé leurs données, si on veut, 50% d'entre eux gagnent moins de 2 $ de l'heure et 4% d'entre eux seulement atteignent un salaire de 7,25 $ sur un échantillon de 2676 personnes analysées. Ça fait que c'est vraiment Peux-tu être partout dans le monde et c'est-tu le même salaire? C'est en dollars US partout, n'importe où. Parce que, tu sais, pour nous autres, c'est ridicule, mais pour certaines parties dans le monde, avec le taux de change, ça peut être intéressant. Ça dépend du donneur d'ouvrage, en fait. C'est lui qui va déterminer un peu la cote, son salaire horaire, puis ce que ça prend. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être capable de vraiment gagner des sous avec ça, il faut être très, très performant avec l'outil. Ça force les gens à rester branchés sur Amazon Turk Machine de manière permanente, puis à cliquer le plus vite possible. Fait que c'est au plus rapide la poche, si on veut. Ce qui fait que la plupart des gens qui ont peu de compétences en informatique, par exemple, ou en numérique quelconque, vont avoir les tâches à la scène, c'est-à-dire de nettoyer des images, des choses comme ça. Puis là, ça coûte vraiment pas cher, puis ça demande quand même beaucoup de temps. Là. Ça fait que le temps qu'on met sur ça, on ne peut pas le mettre à améliorer son sort par ailleurs. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens, comme c'est facile d'entrer, puis ça, Jeff Bezos l'a compris, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations précaires et vulnérables, justement, dans les pays du Sud global, là, je veux dire, qui vont passer par là pour générer un revenu qui est un revenu familique. Puis comme ce n'est pas une relation salariale, c'est une relation contractuelle, ils n'ont aucune protection qui accompagne ça. Fait qu'ils ne sont pas protégés par le code d'où est-ce qu'ils se trouvent, les codes du travail où ils se trouvent. Un beau classique Uber. Là. Un beau classique Uber, exact, mais avec une paye encore plus petite, mais au moins, tu n'as pas à payer ton char. Très intéressant. Moi, je ne savais même pas que ça existait, ce genre de boulot-là, des personnes. À la base, c'était même les CAPTCHA, là. Les trucs que tu valides des photos, c'est la même affaire, mais gratis. Là. C'est ça. Ah, les CAPTCHA, c'est nous autres, dans le fond, les Turcs. C'est ça. Les Turk workers. Un des plus gros datasets a été construit de manière complètement crowdsourcée gratuit là, aussi. Gratuit à notre insu. À notre insu. Mais là, au moins, c'est pas à leur insu. Ils se font exploiter avec leur plein consentement.
Ça, c'est s'ils sont conscients qu'ils se font exploiter aussi. Là. Je veux dire, c'est souvent des gens défavorisés qui comprennent peut-être même pas bien l'anglais, qui comprennent même pas bien. Ouais, puis c'est présent. J'espère qu'ils comprennent bien l'anglais, là, s'ils sont pour valider des dilemmes éthiques. Ben, c'est justement, il y avait un article qui est sorti que c'est très douteux des fois Ouais. qui annote tes données, puis il faut que tu te poses des questions sur la validité de ton annotation. Tu sais. C'était un cas où est-ce que des gens, c'était pour classifier des images, puis là, ben, ils montraient que, tu sais, par exemple, une photo d'un mariage en Amérique, c'est pas la même chose qu'une photo d'un mariage dans un autre pays. Donc, tu sais, tu vas avoir comme un biais finalement culturel qui va faire en sorte que ton annotation soit peut-être pas valide, puis ça reflètera pas peut-être qu'est-ce que tu veux faire, puis ça reflètera même pas qu'est-ce que tu voudrais même que ce soit réellement, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, bon, on change un peu, mais pour faire écho à ça, en fait, c'est que souvent, ceux qui travaillent avec ce genre de machine-là, ce genre d'application-là, sont vraiment pas très engagés envers leur travail. Tu sais, c'est un travail à la pièce, là, c'est vraiment brainless, comme tu disais tantôt. Ce qui fait qu'il y a des études qui ont montré, par exemple, que sur le taux de fiabilité puis d'honnêteté des gens qui répondaient à qui faisaient ce genre de choses-là, soit qui nettoyaient des données ou qui répondaient à des enquêtes, le taux d'honnêteté était plutôt bas, ce qui donc pose des problèmes de fiabilité par rapport aux résultats. Fait que tu sais, le capitalisme finit par se venger même de Jeff Bezos finalement. Fait que, C'est un bel article, 42 pages. C'est oui, pas petit, hein? 42 pages, pas petit. C'est du beau à l'NLP, là. Oui, ça, puis il y a des éléments là-dedans, évidemment, que je ne pouvais pas comprendre. Mais Ben, comme bien des articles en intelligence artificielle, Exact. mais il y a J'ai beaucoup essayé que de je faire saute. que ça paraisse pas trop dans mes Non, mais tu sais, si on le regarde, tu sais, pas besoin de le regarder d'un point de vue technique, là, mais d'un point de vue juste sociétal puis tout, ça lève vraiment des questions intéressantes. D'un Oui. point de vue technique, je ne l'ai pas lu non plus, mais C'est pour ça que je le mets dans le mini-wheat. Surtout que je trouve que Delphi est vraiment très intéressant. Il permet de générer plein de discussions le fun. Ce qui fait que, pour finir là-dessus, quand j'ai vu qu'il avait utilisé des Amazon Gig Workers pour être capable de mettre ça au point, Delphi, je suis allé sur Delphi puis j'ai dit « Hey, Delphi, c'est-tu moralement acceptable d'utiliser des gig T'as workers posé cette question-là pour au créer- moteur? Ah oui, pour créer une machine morale. » Puis Delphi m'a dit « Hey, non, c'est vraiment wrong. » C'est bon, hey, ça, c'est méta, là. Ouais, c'est Mais vrai. par contre, Vas-y, Shirley. Mario, là, j'ai tapé Ask Delphi dans mon moteur de recherche, hein, comme tu viens de nous dire. Et premier article qui tombe de presse juste en dessous du site, c'est le titre, c'est entre guillemets « Tuer gentiment sa femme, c'est bien ». Voilà. Non. De point, les biais racistes et sexistes de Ask Delphi rappellent les limites de l'IA. Ah oui, Voilà. aucun Bon. doute. Mais Oups. On Oui. salue ceux qui ont, qui ont mis l'étiquette sur cette question-là avec Ask Delphi, qui ont décidé de mettre la mauvaise étiquette et la mauvaise réponse à cette question. Bon, ben ça donne des idées. Ça nous fait réfléchir. Merci. Il y a plusieurs éléments de réflexion dans en fait, toute cette idée-là. C'est vrai que je n'avais jamais réfléchi au fait que ça prend du monde pour flaguer, pas pour flaguer, mais pour étiqueter. C'est quoi le nom pour quand on classe des données, on leur met des étiquettes, c'est ça? exactement. Bon, étiqueter. Exactement. Bon, c'était le terme que je cherchais depuis tout ce temps. Merci Fred, un beau prix IARC avec un petit côté givré, un petit côté non givré. Un beau prix Lovelace. Moi, au dernier épisode, je vous avais donné mon prix IARC. Puis là, je vous envoie mon prix Lovelace. En fait, je vous avais promis au dernier épisode ce prix-là. Moi, je vais le donner au prix. Je vais le donner au rapport qui s'appelle le AI Indexed Report 2021. Donc, c'est publié par le Human Centered AI. Moi, j'aime bien ce genre de rapport-là qui collige toutes sortes d'informations. Celui-là, c'est la quatrième édition. Donc, chaque année, c'est très utile, en fait, moi, pour me faire une tête de ce qui se passe en AI. J'aime bien aller puiser dans ce genre de rapport. Puis le but de ce rapport-là en question, c'est d'aider justement des chercheurs, des journalistes, des décideurs politiques, économiques, le grand public, en fin de compte, à comprendre tout ce qui se passe en AI. Donc, c'est très macro, le type d'analyse qu'on va faire là-dedans. D'ailleurs, ils produisent des schémas, des graphiques, puis toutes les données sont accessibles. D'ailleurs, on peut carrément leur demander là, les données brutes qu'ils ont utilisées pour produire les graphiques. Ils vont te donner là, une espèce de Google Drive, même les photos qu'ils ont utilisées. Donc, c'est très intéressant pour produire du contenu. Puis, eux ont fait, bon, il y avait plusieurs choses dans ce rapport-là, mais ce que j'ai gardé pour vous, c'est les sujets les plus importants de l'AI cette année. Donc, quels sont
les sujets les plus importants selon ce rapport-là qui fait une étude macroscopique de ce qui se passe en AI. Donc, j'ai pour vous, et ça va faire mon petit décompte de l'année. Tu sais, on fait ça, un décompte là, avant le jour de l'an. On va y aller avec un décompte. Les 5 sujets les plus importants de l'année AI 2021. Que pensez-vous? Donc, là, faites-vous votre propre décompte. Là. J'y vais avec le numéro 5. Le numéro 5, le sujet le plus important de l'AI. Numéro 5, attention, les investissements en AI dans le domaine pharmaceutique sont en hausse. Donc, ce n'est pas une si grande surprise dans une année de pandémie, là, mais ils disent qu'aux États-Unis, il y a 5 fois plus d'argent privé qui est investi en AI et domaine pharmaceutique qu'en 2019. Donc, on voit que les investissements sont importants dans ce domaine-là. Numéro 4, donc parmi les sujets les plus importants de l'AI cette année, numéro 4, l'IA a un sérieux problème de diversité ethnique. Ben, ce n'est pas une grosse surprise non plus, mais c'est quand même important de le rappeler. Donc, en 2019, 45% de ces PhD en AI étaient blancs, 2,4 sont africains, 3,2 sont hispaniques. C'est pas beaucoup, on s'en rend compte là, dès lors qu'on fréquente ce milieu-là aussi. Puis ça manque de femmes. D'ailleurs, ça manque de femmes aussi dans notre podcast. Shirley est là, mais n'hésitez pas à nous faire signe si jamais ça vous intéresse. Donc, diversité, problème de diversité ethnique, de diversité sexuelle, évidemment, ça en fait partie. Donc, parmi les sujets les plus importants, on a vu 4, 5, 4, 3. Troisième sujet le plus important, la migration, on pourrait ajouter la saignée des PhD vers l'industrie qui continue. Et là, je vois David sourire parce qu'il est toujours tenté par ce mouvement-là. Donc, qu'est-ce que tu allais dire? Il essaye beaucoup. Il essaie beaucoup, ouais, tu dois avoir des sollicitations tous les jours. Là. En 2010, 44,4% des PhD en AI passaient vers l'industrie privée. Donc, 9 ans plus tard, ou presque 10 ans, 65% des PhD en AI, comme David Beauchemin, quittent l'Uni, peut-être, pour aller servir des intérêts privés en AI. Donc, ça, c'est un des sujets importants recensés par ce rapport-là. Le deuxième, donc le décompte se continue. Le deuxième, le manque de balises claires en matière d'éthique. Ah, ça me tue. Plus je regarde ce qui se passe en AI, des fois, ça me décourage un peu. C'est-à-dire que le rapport reconnaît une somme importante, moi j'ajouterais une prolifération de documents relatifs à l'éthique. Donc, il y en a plein, là, c'est pas comme s'il n'en manquait pas. Mais on manque quand même de balises claires, simples, utiles, surtout efficaces. Pour guider le développement en AI. Là. C'est comme si là, on se faisait des grands rapports avec des grands enjeux moraux, des belles valeurs. On les met comme ça, mais quand ça arrive pour transformer ces valeurs-là en principes plus concrets, utiles, efficaces, ben, ces principes-là d'action ne sont pas toujours au rendez-vous. Et le premier sujet le plus important, êtes-vous prêts? Roulement de tambour. Qui tape sur le bureau. Merci. La Chine a gagné la bataille des citations en AI. Désolé pour les Américains. En fait, pour le nombre de citations, la Chine dépasse maintenant les États-Unis. Donc, vous le savez, la Chine avait déjà depuis plusieurs années dépassé les États-Unis pour le nombre de publications. Point. Mais maintenant, c'est le nombre de citations. Donc, ils publient plus que tous, et maintenant, ils sont les plus cités, plus que tous. Donc, depuis 2021, les chercheurs chinois sont les plus cités. Et vous le saurez, et vous l'aurez appris ici. Inscrivez ça à vos calendriers chinois. C'est aujourd'hui que ça se passe. Surprise, commentaire par ce décompte.
Moi, je suis intéressée par l'article, l'avant-dernier que tu as cité là sur les balises, le manque de balises Le manque de en balises claires en éthique. matière Ouais, d'éthique. Oui, je ouais. t'enverrai un peu la réflexion. Là. Avec plaisir, ouais. Et c'est très intéressant. Enfin, c'est un constat que j'ai pu faire. Alors, c'est certainement bien mieux écrit que ce qu'il y avait dans ma tête. Mais ouais, Parce ça que c'est m'intéresse. ça, c'est pas comme si ça manquait d'éthique. Là, je veux dire, tout le monde en Mm. parle, tout le monde. Moi, le nombre de sollicitations pour rédiger le petit bout d'éthique là, qu'on va mettre dans le rapport, puis pour parler des valeurs, puis pour. Bah, c'est devenu un buzzword un peu presque l'éthique, quoi. Ben, c'est devenu cosmétique, tiens, pour faire Mm. un mauvais jeu de mots, mais c'est un peu ça. Là, tu sais, c'est en vitrine, c'est là, ça fait du bien, ça Ouais, rassure. Mais quand tu arrives pour exactement. vraiment essayer de transformer ça en quelque chose de concret, comme j'aime bien Ask Delphi, là, tu sais, c'est théorique, là, mais c'est intéressant. Comment on va prendre pour trouver des consensus? D'abord, il faut arriver à des consensus en matière d'éthique. Là. Puis pas juste des valeurs. Les valeurs sont absolument assez consensuelles, mais c'est des questions comme Fred soulevait tout à l'heure. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces travailleurs-là? C'est-tu bien? C'est-tu mal? C'est une chose. On a trouvé la valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour de vrai? Puis quel principe? On se met des principes actifs. Une fois qu'on aura décidé que non, ça se vaut pas, ou oui, ça se vaut, qu'est-ce qu'on met en place de concret, d'utile, de précis pour guider tout ça? Là? Je pense que tu sais, les balises éthiques, on en a. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait un rapport sur le développement responsable de l'intelligence artificielle qui soit publié en livre blanc, etc. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'une grande organisation développe une nouvelle ligne d'affaires en éthique. Tu sais, que ce soit Amazon ou que ce soit Microsoft, ils ont tout ça. Le problème, c'est que je pense qu'on s'attend à ce que l'éthique, qui est un peu dans les nuages, si on veut, mais pas dans le cloud, ça coûte rien. Le problème, c'est que si on veut vraiment avoir des balises éthiques, c'est qu'il faut les rendre opérationnelles, puis ça coûte quelque chose. Fait que la question, c'est de savoir, par exemple, dans le cas de ceux qui font de l'étiquetage de données, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut les utiliser ou pas. Je pense qu'il faut les utiliser. On a besoin d'eux autres pour gérer de la donnée, pour avoir l'innovation qu'on veut, mais comment on fait pour s'assurer que les conditions dans lesquelles c'est fait soient socialement acceptables, que ça leur donne des opportunités réelles de faire quelque chose avec ça. Fait que c'est comment on fait pour faire en sorte que les gens comprennent que vivre de manière éthique puis agir de manière éthique, ça a un coût. Il y a pour l'individu, c'est un coût humain, il faut faire des choix. T'sais. Pour une organisation, une entreprise, ben, il y a des coûts réels qui sont associés à ça. C'est un peu comme les pratiques, mettre en place des pratiques EDI dans les organisations, équité, diversité, inclusion. Ben, on peut l'écrire dans un livre, ça reste beau, ça reste du virtue washing. Là, C'est ça. Mais si tu fais rien pour agir en conséquence, Mais il faut ça fait payer, des climats de c'est travail ça. comme Ubisoft, qu'est-ce qui est arrivé, tu C'est sais? ça. Ben, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est on a parlé de la recherche en ce moment, là, des enjeux éthiques liés à la recherche. On peut bien dire que, disons, la valeur de vérité, c'est important en recherche. Ben oui, ça me semble évident. Maintenant, comment tu t'arranges pour que les articles publiés soient les plus vrais ou véridiques ou fiables ou rigoureux possibles? Ben là, c'est là que je rejoins Fred. Là. Il y a des ressources qui doivent être associées à ça. Ça prend des gens, processus de révision par les pairs, des salaires qui sont liés à ça, et non pas une gang de bénévoles qui essayent de réviser 10 articles en même temps en 10 jours. Donc, ça demande des ressources concrètes, puis c'est là où on ne fait pas le pas supplémentaire. On arrive avec les valeurs sont là, sont consensuelles, on s'entend, on arrive à de beaux consensus, mais quand on arrive pour déployer les vraies ressources humaines, monétaires, techniques, là, on arrête. C'est pas une priorité. C'est pas la priorité. Non, puis La- quand on parle de gouvernance éthique, Hmm. on place ça dans le champ, là, sur le terrain de jeu de l'organisation et non pas sur le terrain de jeu de la société ou des collectifs de travail, ou etc. Fait que ce que ça fait, c'est que s'il y a une gouvernance, puis dans la gouvernance, il y a une direction de l'éthique, par exemple, elle va s'exprimer, puis elle va jouer, mais elle est toujours en train de négocier le coût nul. T'sais. On va faire quelque chose, mais il faut que ce soit à coût nul ou que ce soit payant sur le plan de marketing, mettons. T'sais. Mais on refuse d'avoir des organisations indépendantes qui vont faire de l'audit, par exemple. C'est super difficile à mettre en place. Une espèce de Santé Bien-être Canada là, qui s'occuperait de juste la santé algorithmique de la société, puis qui dit, ben on va auditer ton projet comme on va certifier, par exemple, les médicaments. Santé, sécurité au travail, on envoie du monde. Travail. Mais là, ça veut dire ouvrir un petit peu plus la propriété intellectuelle qu'il y a derrière ces affaires-là, puis ça passe généralement mal.
Si on dit on va démocratiser les technologies, généralement, les organisations répondent non, les choix technologiques, c'est un choix de direction, ça découle du droit de gérance, fait qu'on ne veut pas que les travailleurs soient trop pris à partie, ils peuvent s'exprimer, on va les consulter évidemment, là, mais c'est pas eux autres qui ont le choix final. Fait que, compte tenu de tout ça, faire en sorte de vraiment avoir un développement opérationnel, efficace de l'éthique, moi j'ai des doutes. Vraiment, j'ai des doutes aussi. Puis, donc voilà, c'était mon. En fait, c'est mon prix. Mon prix Lovelace, c'était pour ce rapport-là en question. Mais ce thème-là, là, des balises en éthique, moi, en tout cas, ça me préoccupe. Puis on va voir où ça nous mène tout ça. Mais me semble-t-il qu'en 2022, il faudrait dépasser là, cette approche-là cosmétique en surface de ce qu'est l'éthique dans le développement AI. Mon deuxième prix Lovelace, j'ai 2 prix. Et mon deuxième prix pour une 2e année consécutive, c'est à nos auditeurs que je le donne. T'as eu peur. Je pensais que tu allais parler de Facebook, quelque chose comme ça. C'est pour ça que tu avais dit la première année? Mon prix Lovelace, j'ai déjà donné. Non, excuse-moi, c'est ça, hier. Je pensais que c'était hier. J'ai rarement donné un prix Lovelace à Facebook. On les salue. Actuellement, il est plutôt dans la catégorie Yark. On l'aime bien. Salutations à Meta. D'ailleurs, c'est un sujet qui va revenir en 2022. Donc, mon deuxième prix Lovelace, moi, je le donne à nos auditeurs pour une 2e année consécutive qui nous suivent dans notre aventure sur l'intelligence artificielle. Donc, une enquête. Puis j'aime bien repréciser que c'est une enquête. Hein, c'est pas... vous voyez nos têtes, là, on est regroupés aujourd'hui. J'essaie de donner la parole à tous nos collaborateurs, mais c'est des têtes qui réfléchissent activement à ce qui se passe en AI, qui tentent de se comprendre. C'est compliqué, là, de discuter avec... Il y en a qui sont en droit, qui sont en éthique, qui sont très techniques. C'est compliqué d'établir un vrai dialogue, mais on essaie de le faire. C'est une enquête. Et ultimement, on essaie d'arriver à un langage qui est transdisciplinaire. C'est un défi qui n'est pas simple, mais que j'aime, puis j'espère que vous nous accompagnez, que vous aimez bien cette aventure. D'ailleurs, continuez à partager nos épisodes. Transformez-vous en botnet du partage d'épisodes. Continuez d'en parler à ceux et celles qui vous entourent, puis aidez-nous à faire grandir cette petite communauté. Et au nom de toute l'équipe d'IA Café, excellente année 2022. Souhaitons-nous une année remplie de projets ambitieux, utiles en intelligence artificielle. Là, c'est revenu. Là. Utile aussi en intelligence artificielle. Des projets qui seront peut-être plus humbles dans leur formulation et promesses. Ça fait partie aussi des thèmes qu'on a abordés cette année. L'enflure, je dirais, qui associe certains projets en AI. Donc, plus humbles en la matière, conscients de leurs forces, évidemment, mais de leurs limites. Et souhaitons-nous un hiver doux, hein, parce qu'en AI, l'hiver est toujours à craindre et menace toujours de revenir. Merci à Shirley, à Sylvain qui sont en ligne en ce moment, à qui j'aimerais donner plus la parole, mais là, les limitations techniques, c'est toujours un peu plus difficile lorsque ces personnes-là sont à distance. En fait, non, ils ne sont pas à distance, ils sont au chalet en ce moment, c'est vrai. Et oui, j'avais on avait dit en plus qu'il y avait de la neige, qu'on était bloqué ici. C'est vrai. Non, j'ai rien dit. Je vais supprimer ça. Donc, merci à Sylvain. Merci à Shirley. Merci à David et Fred qui m'ont accompagné aussi en studio. Merci aussi à Eve qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui contribue évidemment substantiellement à ce podcast. Merci à Claude aussi qui n'était pas là aujourd'hui, qui n'a pas réussi à nous rejoindre, pris probablement dans la tempête à quelque part. Merci d'avoir écouté IA Café. Jean-François Sénéchal, prenez soin de vous. Nous, de notre côté, nous allons prendre une pause bien méritée de retour à la fin du mois de janvier. Donc, on se revoit au prochain épisode l'année prochaine. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.